à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'avoir bravé la pluie. Merci d'être là pour une rencontre avec Raïssa Inocencio. Pardon. Raïssa, tu es philosophe. C'est un ouvrage de philosophie qu'on va explorer aujourd'hui avec Raïssa. Cet ouvrage s'appelle Guérir Vénus. On va en parler pendant le temps qu'il faut. Il est sous-titré Décoloniser l'amour. Je disais, Raïssa, tu es donc philosophe, tu as eu un doctorat, ça c'est pour la partie un peu pédigrée, ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Tu as eu un doctorat de philo donc à Toulouse en 2018. C'est un peu intéressant de revenir sur cette partie-là parce qu'elle est très présente dans le bouquin. Et tu as fait aussi une thèse qui était dirigée par Jean-Christophe Godard. Jean-Christophe Godard qu'on a rencontré, pas à la librairie, mais qui était présent à Forcalquier il y a quelques mois, et en lien avec une soirée au cinéma. Lors de ta thèse, le jury était présidé par Elsa Dorlin, qui est abondamment citée et à qui tu rends hommage aussi dans le bouquin. C'est donc, et le titre de cette thèse, c'était « Décoloniser Vénus, le mythe de la naissance d'Aphrodite, sa réception classique à la Renaissance et la constitution d'un corps théorique, esthétique, décolonial ». Est-ce que c'est bien ça ? En fait, à la fin, c'était dis-moi, Vénus, pourquoi chassent-ils les femmes ? Chassent-ils ? Chassent-ils les femmes ? Ouais. Il n'y avait plus les termes de décoloniser. À la fin, non, mais il y a décolonial partout dans la thèse, donc j'ai bien aimé les jeux, la question qui se pose, pourquoi Vénus a à voir avec la chasse ? Tout à fait. Mais on va reparler du motif de Vénus et d'Aphrodite. Et je précise également que, on l'entend avec l'accent de Raïssa, tu es brésilienne. Ouais. Ça compte aussi dans ton propos. Ce pays qui a un rapport aux femmes, on va en parler très, très particulier. Tu es aussi artiste et j'ai lu que tu étais aussi thérapeute. Ça a un lien avec, je crois que c'est au dos, enfin, en tout cas, je l'ai vu à quelques endroits. On parle de guérir Vénus, donc il y a ce côté guérison qui est très présent, semble-t-il, en toi. On va discuter aussi. On va en discuter, bien sûr. Ceci étant dit, donc, là, on s'intéresse à un bouquin, à un livre qui prend plein de chemins pour parler d'un motif, celui de Vénus, qui s'intitule donc Guérir Vénus, décoloniser l'amour. On a dit, c'est un peu un pas de côté, au moins dans le titre, un peu un pas de côté par rapport à la thèse. On reparlera du rapport entre thèse et bouquin. C'est un livre qui est édité, c'est ton premier livre en France ? En France, ouais. Ouais. Qui est édité chez Wild Project, une maison qu'on aime bien. Et c'est vraiment donc un livre à la fois dense, fouillé, qui va vraiment dans plusieurs directions, dans plusieurs formes, avec des méandres, avec tu utilises la forme de la lettre, une recherche aussi très classique, en tout cas de recherche d'archives, voilà, mais la lettre, le théâtre, enfin vraiment tu vas dans plein de directions. J'avais, pour rentrer vraiment dans ce sujet-là, j'avais envie de te poser des questions, mais peut-être que pour commencer, si tu es d'accord, on pourrait écouter ta voix et ta langue dans une lecture d'en fait de quelques dernières pages du livre. C'est le début de l'épilogue dont tu pourras nous parler juste après, mais qui est une forme encore différente de tout ce qu'il y a dans le livre. Ok, merci beaucoup pour tout le monde qui est là et qui a traversé la pluie. Au cours de mon master, j'ai créé la Vénus Causera en tant qu'archive et protocole des mensonges comme légitime défense dans l'imminence d'un acte de domination. En m'appuyant sur la méthodologie de la cartographie sentimentale Chaudelès-Guattari et Suède-ironique, j'ai catalogué des personnages conceptuels qui ont contribué à la formation de l'imaginaire érotique féminin brésilien.
C'est ce ironique qui m'a permis d'aborder Deleuze-Guattari dans une perspective de décolonisation de l'inconscient colonial, un inconscient colonial plongé dans la culture du viol, d'où l'émergence de la Vénus causale. Un personnage conceptuel qui échappe à cette violence. Décoloniser vit une prise de conscience désaliénée. Décoloniser une science molle de poésie. Pour performer une Vénus qui cause, une Vénus causatrice de la voix, sans entendre les méchants, une voix qui jouit pleinement, qui jouit de son existence. Les femmes colonisées ont souvent vécu l'ambiguïté du désir, et oui, de la séduction, parce qu'on aime aimer. Et c'est contradictoire de sentir l'affect comme un projet politique. Et c'est possible que tu me comprennes que les désirs érotiques soient liés à l'intelligence sociale. Et c'est possible de façonner une transmutation de la douleur de la zone de non-être à un amour révolutionnaire. Je suis un peu radicale, je vais direct sous les corps. La praxis fait la pratique de la pensée et la pratique de la pensée fait notre corps, notre existence. Oui, nous sommes des femmes qui font du twerk, madame. Chila et sa Vénus chienne. L'envie d'écrire doucement, par écrit, Nietzsche peut-être, de transformer le monde, de se désaliéner lorsque l'aliénation est l'absence de la connaissance de la réalité dans sa totalité. Les capitalismes, les colonialismes et la domination tout court nous retirent la capacité de connaître, d'admirer même la connaissance. La poésie est une défense. Ma Vénus causale tient aussi une utilité. Elle est un argument des mensonges comme une défense légitime devant une situation immanente de violence, surtout la violence patriarcale. Lorsqu'un mec la menace, elle la ment pour s'en sortir. Elle est une femme libre qui sait aimer et plutôt aimer. On va au théâtre. Et je crois que tu avais envie de... Mais on peut lire tout à la fin la dernière phrase du livre. Ok, voilà. Une petite annonce pour la dernière phrase. Cette lecture, pour moi, elle éclaire vraiment le livre et elle montre à quel point... Elle montre à la fois, je trouve, ton projet de parler de Vénus, de vouloir guérir aussi à la fois ce motif, les femmes, toi peut-être, on en reparlera. Et tu montres, enfin, ce texte montre aussi, ce passage montre aussi vraiment la forme où tu t'adresses au lecteur ou à la lectrice. Tu mêles plusieurs genres, plusieurs niveaux de langage. Je trouve ça très beau. Mais juste pour qu'on clarifie bien tout, déjà, un point de lexique, causera, ça signifie quoi dans ce texte-là? Et après, on parlera de Vénus en tant que telle. Ok. À Rio de Janeiro, dire un chaos, ça veut dire un mensonge poétique. Par exemple, je vais donner l'exemple que j'ai dit à tout le monde. J'invite Pierre à aller à une fête, mais que je ne sais pas si la fête va être bonne. Et du coup, dit non, Pierre, mais ça va être la meilleure fête du monde, t'inquiète pas, on va s'amuser et tout. Et ça, c'est un chaos. Ça, c'est un vrai chaos. Et causera, moi, je pensais en plusieurs sens, au sens chaos en français, de chaotique, parce qu'on ne sait pas l'imminence d'un acte de violence, on n'attend jamais, hein, sauf les masochistes, on n'attend jamais qu'on va être agressé, ou surtout à la rue. Et donc, il y a ces côtés des chaos, il y a aussi les côtés des causés, la Vénus qui cause une situation pour s'en sortir de la situation de violence. Et la référence au portugais brésilien, parce que j'ai fait la thèse avec mon français pirate. Donc, j'ai eu la liberté de pouvoir écrire aussi avec les mots qui sont maternels à moi, je pense. Merci pour ce petit point. Si on revient sur Vénus tel que tu l'abordes et tel que tu l'explores assez longuement, est-ce que tu peux déjà nous rappeler qui elle est et comment se forme un concept? On pourra peut-être en reparler, mais autour de, à la fois dans l'histoire de l'art et après dans la morale, dans la psychologie, dans la philosophie. Voilà. Mais d'abord peut-être le mythe de la naissance de Vénus qui est je te laisse tout de suite répondre, mais juste j'en profite. En fait,
dans l'édition du livre, il y a un petit cahier d'illustration au début qui est fort à propos. On verra beaucoup de références qui sont dans le livre et dans nos échanges Ouais. voilà, sont citées en images dans les premières pages du livre. Je vais commencer aussi en faisant déjà des commentaires parce que comme ça je me présente aussi. Et bon, comme Pierre a bien dit, je suis philosophe, j'ai étudié art visuel à l'école Parquilage, c'est une très connue école d'art visuel au Brésil. Et donc, quand je commençais à écrire la philo, point 1, je voulais pas enfin, peut-être parce que je viens du Brésil ou que ma mère est prof de philo à l'école, je voulais faire une philosophie qui soit pas snob tout de suite. Parce que c'est vrai que normalement les philosophes viennent soit d'une élite, soit d'une performativité qui, ah, je parle difficile. Et moi, je voulais pas du tout faire ça. Je voulais écrire vraiment comme je parle. Aussi parce que je viens d'une formation chez Paulo Freire, qui était un pédagogue brésilien qui parle d'alphabétisation, et aussi de Hooks, qui va s'inspirer de lui. Donc, il a toute vraiment un engagement pour la popularisation, la vulgarisation de la pensée et de la pratique de la pensée. En même temps, je suis nomade, donc c'est vrai, dans les textes, vous allez connaître mon nomadisme aussi intellectuel, au sens que je fais une analyse très académique, des thèmes très, disons, chiants, mais en même temps, je fais des lettres, je fais des récits, et je m'adresse aux personnes que j'ai travaillé, que j'ai étudié. Et dans la thèse, il faut dire que ce livre est issu de la thèse soutenue en 2023, mais réédité, et aussi dire que les livres, il est corrigé, et la thèse, elle n'est pas vraiment, elle était corrigée par des amis, mais disons, c'est dans ces livres qu'il y a une correction standard, sauf les chapitres qu'on vient de commencer à lire. Et ça, c'était une demande de moi et de mon éditrice Georgia, parce qu'on voulait aussi maintenir mon français pirate, au moins dans le personnage de Vénus Causera. Cet espace-là, c'était cher pour moi de maintenir la façon comme je parle mon français. Et à nouveau, merci beaucoup Georgia Froman qui a édité ce livre, qui a osé prendre la thèse, lire la thèse et dire « Ah, ça, on va faire un bon tissu ». Et donc, juste cette petite introduction pour dire que oui, à la base, j'étais une étudiante de philosophie. J'étudiais Platon et surtout les discours de l'amour qui s'appellent les banquets. Et donc, les banquets, c'est un dîner avec les citoyens, les illustres de la ville, de la cité. Et donc, il y a tout un jeu de quel est l'éloge qu'on doit adresser à l'amour, parce que l'amour, c'était une divinité. Et il y a les historiens, et historiens qui travaillent aussi les mythes, Pausanias, qui va dire non, il n'y a pas qu'un amour, il y a deux types d'amour. L'amour idéal et l'amour pandémique. Pandémo, en grec ancien, ça veut dire populaire à tous les peuples. Et s'il y a deux types d'amour, évidemment, il y a deux types d'Aphrodite. Aphrodite urania, céleste, célestial, idéalisée, et idéalisée par ces regards dominants de citoyens de la cité, et Aphrodite populaire, Aphrodite vulgaire. Cette double division, elle est aussi une division morale qui va être reprise, qui va s'y répandre à la Renaissance, mais jusqu'à Kent Clark, c'est un auteur anglais qui a écrit un livre qui s'appelle Les Nus, pour diviser non seulement les idéaux des beautés, mais aussi la nudité. C'est-à-dire qu'il y a les nus en tant que catégorie d'art et la nudité
qui c'est voilà, la performance de se déshabiller et tomber à poil devant quelqu'un d'autre. Jusqu'à là, j'étais juste une étudiante qui voulait potentiellement être helléniste et platonicienne. Enfin, il y avait vraiment ce désir d'appartenir à l'académie. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à percevoir et à étudier Foucault, que je l'appelle Tonton Foucault, parce qu'il y montre qu'en fait, les mots, comme il dit les mots et les choses, il y a des usages, il y a des pratiques discursives. Donc Vénus, elle est aussi un mot qui tient un a priori historique. Tout le monde se rappelle de Vénus, enfin tout le monde, tout l'Occident. Elle a un régime de vérité. Quand tu vois une Vénus, tu dis « Oh là, c'est une belle femme ». Ça, c'est un régime de vérité qu'on se dit « Oh, je comprends ». Elle a une performance verbale, comme les livres que je cite, Belle comme Vénus. Et voilà, il y a toute une... qui après, il va appeler biopolitique, les biopouvoirs, auxquels ça conditionne notre manière de voir, d'interpréter, d'analyser la vie et les choses et les êtres. Et moi, donc j'étais un peu agacée, je pensais, les termes. J'étais pas satisfaite. Et un jour, je retrouve l'histoire de Sarah Bartman. Et là, il faut prévenir, c'est pas une histoire drôle, c'est une histoire de violence. Donc, quand je retrouve l'histoire de la Vénus Hottentote, Sarah Bartman, je décide de rompre. Je dis, ah non, 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 là, c'est plus possible. Moi, je vais faire autre chose qu'essayer d'être une académicienne, mais parce que je ne peux pas être. Et c'est là c'est vrai, moi, je soupçonne que tout le monde qui fait une thèse sur un sujet fait aussi parce que ça mobilise nous-mêmes. Et donc, j'ai fait une thèse sur l'histoire de la chasse aux femmes, sur l'histoire de la violence faite aux femmes, à partir de l'histoire de Sarah Bartman, que je vais raconter ensuite. Parce que j'ai pris conscience de moi-même que j'ai vécu des violences et que je voulais guérir par l'écriture ces violences, aussi par la prise de conscience, mais pas que de moi, enfin, dans le sens de vulgariser aussi l'écriture. Et c'est à ces moments-là que j'ai arrêté d'essayer d'être une... Dans les clous de, ouais, la recherche. Ouais, voilà, ou d'être qu'une chercheuse en Platon. Voilà. C'est ça, ton entrée dans Vénus, ça a été via Platon, pas tant via Botticelli, par exemple, que tu cites assez souvent. Et c'est vrai que cette histoire de l'art, peut-être l'un des motifs de Vénus qui revient assez souvent avant Sarah Bartman, qu'on connaît ou pas, mais c'est la naissance de Vénus mise en image dans le tableau de Botticelli. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Comment toi tu découvres ce tableau? Et qu'est-ce que tu en comprends à ce moment-là? Et je vais profiter pour raconter une histoire personnelle. On aime les anecdotes, donc. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, quand j'ai étudié Platon, on voit vite qu'il y a une influence à la Renaissance et à travers un philosophe néoplatonicien qui s'appelle Marcille Ficin. Lui, il va faire une relecture du Banquet, mais en disant ouais, les Grecs étaient homosexuels, mais nous, on va corriger cette homosexualité, ça c'est contre la nature. Donc lui, il fait la même chose que les Banquets, sauf qu'il n'était pas homosexuel, en gros, pour dire. Et lui, il était ami des Botticelli. Et c'est lui qui va plaidoyer pour que les riches achètent les tableaux de Botticelli. En gros, c'est ça. Et juste pour raconter, moi, j'étais déjà chercheuse au Brésil de la Vénus, de l'Aphrodite. Et une fois, je suis dans un apéro avec les gens de l'université, et notamment un prof de São Paulo. Il vient me dire mais pourquoi tu travailles un tableau que tu as jamais vu? Et du coup, j'ai répondu à Google. À l'époque, il y avait déjà. Mais après, je suis allée à Firenze, à Florence, et j'ai regardé les tableaux. Qu'est-ce que je dis par rapport à ça?
la naissance de Vénus, elle est un symbole maximal de l'élite. Elle est la construction d'un dialogue qu'il faut comprendre. C'est que Huberman va utiliser de Aby Warburg, c'est un historien allemand, la formule des pathos, la formule des émotions. Donc c'est un des premiers tableaux qui va créer un discours d'élitisme au sens pour comprendre ces tableaux, il faut comprendre la poésie, la philosophie néoplatonicienne, il faut comprendre les détails. Et donc c'est un premier tableau qui moi je vais le critiquer. Notamment ici, je ne pense pas qu'il apparaît vraiment, parce que dans la thèse, je fais vraiment une critique au sens de comment cette nudité féminine devient un discours d'élite masculine, au sens que, non, parce qu'en plus à l'époque, il y avait l'Inquisition, on n'oublie pas les... Ah, j'ai oublié les... Il y avait un méchant qui a brûlé les femmes, j'ai oublié. Et à l'époque, c'est Pic de la même. Non. À l'époque, Ficin, Botticelli et ses amis utilisaient ces discours philosophiques néoplatoniciens pour réussir à dépeindre des femmes nues. Et là, je mets dans la même section, vous allez voir la naissance de Vénus et l'intervention des années 80 des Guerrilla Girls, qui dit pourquoi la femme doit être nue pour entrer dans les musées. Donc c'est un peu mon schéma discursif, et sur ce sujet, je conseille un podcast qui s'appelle Pourquoi la Vénus... Non, la Vénus épile-t-elle la chatte. L'épisode qui est dans les livres aussi, sur la Vénus de Velázquez, la Vénus au miroir, auquel elle va dire c'est un boys club. C'était une élite d'hommes, à nouveau comme les banquets, qui se retrouvent pour montrer ces femmes représentées, dessinées et à poil. Donc, si on peut dire grossièrement, la naissance des Botticelli, c'est la première affichage des Playboy, tu vois. Ouais. C'est un peu ça. Mais c'est super beau. Moi, je suis allée à Florence. C'est vrai que c'est Quelle émotion t'as ressenti justement en voyant ce tableau pour de vrai Mais c'est horrible parce qu'en même temps, c'est le fétichisme du capital. Tu vois. J'avais une bourse de doctorat, donc j'ai pu financer mon voyage en Italie. Mais c'est vrai que c'est la réalisation d'un rêve, dans le sens que tu imagines tellement tout ce qui s'est passé, même pour convaincre l'Église. Moi, j'essaie toujours de penser les deux côtés. Cette histoire de convaincre l'Église pour pouvoir voir au moins l'espace caché d'exhibition de tableaux, enfin, ça me fait réfléchir qu'il y a aussi une transgression, même qu'il y avait une misogynie toujours cachée. C'était exposé dès la... Parce que c'était une commande. C'était une commande. C'était dans l'antichambre du roi, quelque chose comme ça, tu vois. De Médicis, non? Ouais, et puis dans les Garelli de Firenze. Mais la famille... Ouais, parce que moi je pense à la Vénus au miroir de Velázquez, c'était carrément une commande pour rester dans l'antichambre d'un roi. Donc là on parle bien effectivement de tableaux qui sont à usage très réduit pour des hommes qui voient un érotisme peint pour eux, et l'érotisme d'une femme qui est devenue ce motif de Vénus. On rappelle en quelques mots quand même qui c'est, je ne sais pas si c'est important, mais Vénus, donc la généalogie dans la mythologie, tu nous la rappelles en quelques mots très très succincts. Juste. Ouais, en fait, quand on parle de Vénus, il faut commencer par Aphrodite. Et donc, dans les livres, je commence par des récits qui sont des réécritures de Hésiode, qui est un poète grec qui raconte l'origine du monde, auquel Aphrodite... mais là, je vais raconter donc. L'origine du monde, il y a les ciels, la terre et un être éthéré. Les ciels, ils violent la terre
en empêchant de générer des enfants. La terre, fatiguée d'être violée, elle convoque ses enfants à l'intérieur d'elle-même pour une vengeance, pour une embuscade. Le temps, Chronos, accepte les défis. Et quand le ciel vient violer la terre, le temps sort de sa chatte et coupe les scrotums du ciel. Du sang qui jette sur la terre, il est né les êtres responsables pour la vengeance familiale, les Furies. Et du scrot qu'il jette à la mer, il est né Aphrodite. De ces mythes, il y a vraiment beaucoup d'interprétations, notamment on peut aller jusqu'à Freud, la question de la castration, la question de la fraternité, les frères qui se rassemblent pour détrôner les pères tyrans, enfin bref, c'est vraiment loin. Mais c'est à partir de là qu'il va surgir cette idée de la beauté idéale, en tout cas l'Aphrodite céleste. On pense toujours cette division entre les deux. Et évidemment, l'Empire romain, quand il envahit, conquérit et domine, il va prendre la figure d'Aphrodite pour sa propre, disons, composition imaginaire. Sauf qu'il va latiniser les termes. Il va mettre les mots Vénus. Et Vénus, les mots Vénus, on peut... Moi, j'aime bien y aller direct aux comparaisons modernes. Quand vous parlez maladie vénérienne, vénérien vient de Vénère. Vénère en italien, c'est Vénus. Donc, Vénus, comme vénéré, ça peut être aussi associé à veneno, poison. Donc, il y a tout un réseau des mots conceptuels qui peut être appliqué, mais très basique aussi, parce que si on voit vénérer, ça semble direct à quelque passion forte que tu dédies à quelque chose. Poison en latin aussi. C'est quelque chose qui peut t'empoisonner. Mais à la base, selon Robert Schelling, la divinité Vénus, elle était pour la récolte des légumes. Donc, il y a tout... ouais, après, voilà, si on reste qu'à la période latine, Jules César, les fameux César, il va mettre une loi au Sénat pour déclarer sa descendance directe de Vénus. Il était descendant direct de Vénus. Et donc, il y a pas mal de petites tâches. Ouais. Moi, à l'époque de la thèse, j'ai tapé vraiment les archives, et à chaque archive, j'ai tapé Vénus, Vénère ou Aphrodite, et j'ai voyé les usages comme César, qui a utilisé Vénus pour dire je suis divin aussi. Bon, on voit que c'est bien un symbole auquel se raccrocher dans la culture, dans les cultures, différentes époques. Tu l'as rapidement évoqué, effectivement, on peut aller jusqu'à Freud. Et puis aussi, dans la philo, Didier Huberman, dont tu parles abondamment, et je voudrais vraiment t'interroger sur ton rapport à Didier Huberman. Tu lui adresses également une lettre dans le livre. Ouais. Alors, Didier Huberman a écrit un livre, Ouvrir Vénus. Ouais. Tu réagis... Non, mais voilà, je vais raconter des histoires aussi. Ouais. Parce que effectivement, je suis curieux de savoir comment tu te situes par rapport à lui et quel est son propos. J'ai pas eu le temps de lire Ouvrir Vénus. Ouais. Et puis peut-être vous non plus. En plus, il est tellement cool. Je l'ai déjà croisé 2 fois. Donc... Bon, avant de commencer à étudier Ouvrir Vénus, voilà, comme on a bien dit, j'étais naïf, je voulais juste étudier. Et un jour, il tombe sur moi le livre de Huberman qui s'appelle Ouvrir Vénus. Et pour moi, ça m'a posé problème, justement parce qu'il commente cette double division morale. Il parle de la ontologie de la nudité, c'est-à-dire les nus en tant que catégorie de pensée, de design, de peinture, et la nudité comme un moment. Et là, il va citer Georges Bataille, un autre philosophe de l'érotisme, qui est voilà, les moments de pathos formel, de l'explosion des émotions. À cette époque-là, j'étais déjà un peu... je connaissais déjà les féministes et tout, donc j'étais un peu « Ah non, Huberman, il faut... » Et donc lui,
il ne considère pas qu'il y a une violence inhérente à la représentation de nu féminin. Et c'est là que je vais écrire une lettre à lui, auquel je commence par la lettre en disant, écoute, je ne fais pas de guerre à toi, je viens pour beau parler de mes propos, mais je t'engueule comme une cagole. Et enfin, après, voilà, il est super cool comme académicien. Enfin, il est vraiment un savant des musées. Je les catégorise un peu comme savant des musées, parce qu'il est vraiment érudit. Et il y a vraiment plus de une trentaine de livres. C'est vraiment une personne qui... Et dans ma lettre, j'essaye de les critiquer tout doucement. Mais c'est vrai que dans ces livres spécifiquement, il cite un tableau de Botticelli qui s'appelle la série d'Anastasio. C'est 4 tableaux offerts à un mariage. C'est littéralement, c'est ça qu'on regarde dans ces tableaux, la suite d'une chasse aux femmes par des chiens jusqu'à un banquet de mariage. 4 tableaux, donc 3 tableaux de chasse d'une femme par des chiens. Le dernier tableau, c'est un banquet de mariage. Donc, avec toute ma naïveté, moi j'étais un peu énervée parce que je me suis dit non, c'est pas possible de ne pas reconnaître qu'il y a une histoire de la violence. Et ensuite, il a toute une explication qu'en fait, c'est un mec qui se suicide, il va jusqu'à l'enfer, et la punition à l'enfer, ça c'est Dante Alighieri, enfin bref, Decameron, je pense. Et c'est un autre auteur, mais bon, c'est une punition pour les mecs qui se suicident, mais à la fin, il y a toujours une femme qui est convaincue à se marier. Quand tu lises les références, tu te dis, mais attends, encore une fois, les femmes sont des objets, représentés soit toujours à poil, mais là, dans une extrême violence symbolique. Et en plus, c'est pour convaincre une femme à se marier. Donc, Roberman, je suis désolée, mais je vais t'engueuler, quoi. Il y en a la violence. Donc, il y a un dialogue que je fais avec Jordi de Roberman. Mais il est super mignon. Je l'ai croisé à Rio, il était super content en plus. C'est pas un personnage snob, c'est juste qu'il a fait un livre qu'il faudrait peut-être... Revoir. Je sais pas. Mais c'est juste dur. La série de Botticelli qui s'appelle Nastasio, c'est celle-là. Ouais, on la voit là. Il y a les 4 tableaux qui sont représentés ici. Et effectivement, bah ouais, c'est vraiment une chasse à la femme, nue, effectivement. Par des chiens. En Par plus, des il y a chiens. ces côtés d'animalité. Si on regarde les tableaux de la Renaissance, il y a toujours ces interprétations symboliques qui veulent aussi mettre en place les discours avec l'Église. C'est-à-dire, comme Platon, les Platons des chrétiens, il y a les dés, les beaux, les vrais, les bœufs, hein, éternels. Et il y a les animaux, la nature, mortelle, péchereuse. Hein. Donc toujours cette division binaire auquel les vrais c'est éternel, catégorique, nanana, et nous, pandémique. Et à nouveau, la double division de Vénus. À propos de la religion chrétienne, j'ai assez aimé Saint Augustin, comment tu décris Saint Augustin, qui est, comment tu le dis, superstar de la philo et misogyne. Ouais. Surtout misogyne. Surtout misogyne. Et oui, c'est vrai que que ce soit dans la mythologie, dans la philosophie, dans la religion, puis dans la philosophie, il y a cette division en permanence, cette binarité entre céleste idéal, populaire et à abattre ou à critiquer. Et voilà. On reparlera aussi du côté très raciste qu'il peut y avoir aussi dans cette division. Et tu vas même encore plus loin avec Freud et tu parles là c'est ce qui me permet d'enchaîner vraiment sur la charge contre le patriarcat, parce que tu évoques le fait que, si j'ai bien compris, Freud voit un mécanisme de défense, l'isolement, et dont il exprime que c'est un mécanisme de protection suite à un trauma. Or, ce que tu dis, c'est on est dans un système patriarcal qui cause du trauma. Et donc, ce motif de Vénus qui génère ce processus d'isolement
finalement est le reflet de cette société patriarcale qui cause du trauma. Est-ce que déjà j'ai correctement compris le lien à Freud que tu fais? En fait, c'est Huberman qui fait ces liens, encore une fois sur Ouvrir Vénus, qui est non, il travaille non seulement à de Warburg, c'est historien allemand, qui a cette formule de pathos, la formule des émotions, mais aussi ces mécanismes de défense qu'il dit isolation. Mais en fait, les termes corrects, c'est isolement. Donc, si vous cherchez, c'est isolement, mais Huberman utilise isolation. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est lui qui a fait ça. Et il explique justement pourquoi l'humanité, au moment d'une situation qui, lui, c'est effrayante, qui c'est voir une femme nue, pour de vrai, pourquoi voir la femme nue pour de vrai provoque... et donc, l'homme, il isole l'image féminine dans un côté de son inconscient pour ne pas confronter les troubles qui voir une femme nue provoque. Et c'est pour ça qu'il va travailler Georges Bataille, parce que Bataille, au contraire, il écrit une histoire qui s'appelle Madame Edward, c'est quand il retrouve une prostituée. Et cette prostituée a une crise d'épilepsie. Et à ces moments-là, il y voit la mort, mais c'est très bataillien, enfin bref. Il y voit la mort et comme l'expression petite mort, tu vois, il y jouit avec la mort et la violence. Donc, Huberman, il fait toute une analyse auquel ces moments qui est intense, c'est-à-dire d'intensité qui c'est les désirs, qui c'est voir quelqu'un à poil. Moi, j'aime bien utiliser les mots vulgaires. Voir quelqu'un à poil, qui ça provoque. Et c'est pour ça que des fois, dans déterminées situations, et notamment les situations de violence sexuelle, nous, on isole et on oublie. On oublie les situations de violence. Parce que c'est un mécanisme de défense pour ne pas confronter la réalité qu'on vient de vivre. Mais dans les cas des Huberman, c'est aussi les contacts avec l'image féminine. Et donc, moi, j'essaie de distinguer la nécessaire prise de conscience, c'est-à-dire de voir la situation de violence en face, et en même temps humaniser, ou je pensais naturaliser la femme à poil, tu vois. Dans mon texte, il y a beaucoup ces expressions auxquelles, oui, avec Huberman aussi, je dis, écoute, je suis la femme qui est mimée, et donc je suis la femme qui tombe à poil. C'est un peu ça. Ouais, et de ce que je comprends aussi, c'est l'idée de remettre du corps, vraiment de plus être seulement dans l'image du nu, mais vraiment remettre du corps de femme. On parle vraiment de femmes qui sont chassées dans la série dont on parle, qui sont reluquées sur des tableaux pour un érotisme privé. Ça, c'est pour la partie d'un système, en fait, le reflet d'un système patriarcal, dont on pourra reparler bien sûr. Et puis une autre domination. En fait, Vénus, tu arrives à trouver le motif qui incarne, enfin, qui est le reflet d'énormément de domination. Et bien sûr, c'est le titre, décolonisé. Tu parles aussi d'un système raciste. Tu cites beaucoup la blessure coloniale de Fanon. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre Frantz Fanon et Vénus? Je vais raconter l'histoire de Sarah Bachman. Je pense qu'à ce moment-là, on va bien comprendre. Sarah va arriver effectivement comme incarnation de... Ouais, et je suis désolée parce que c'est une histoire assez violente, mais on y va. Sarah Bachman, c'est une femme qui a vécu au 19e siècle, entre 18e et 19e, dans les territoires qu'on appelle Afrique du Sud, du peuple Khoikhoi. Et un jour, son maître, son patron, l'invite à venir en Europe faire un spectacle. Donc, elle arrive en Angleterre, qui avait déjà aboli l'esclavage, et elle a fait son spectacle d'artiste. À l'époque, il y avait déjà d'associations de droit du travail qui va porter plainte contre les maîtres. Et elle va répondre devant la justice qui, en fait, non, elle a un contrat de travail et elle est artiste. Ça, c'est important parce qu'il va se discuter beaucoup la question de la souffrance. Et en fait, aussi, elle était une artiste. Elle faisait un spectacle auquel elle interprétait
une personne animalisée. Sauf qu'elle a toujours se refoulé être à poil, être nue devant le public. Elle a toujours dit non. Complètement à poil. Ouais, Jusqu'à quel point elle habillait un tissu qui simulait la peau. Elle n'a jamais fait une présentation nue. Peut-être que dans les maisons closes, on ne sait pas, mais dans les spectacles qu'on connaît, elle n'a jamais été nue. Et avec cette histoire de la plante, son maître fuit avec elle en France. Et en France, qu'il y a encore l'esclavage, elle va vivre tous les horreurs de la modernité. La maison close, l'exposition coloniale, la objectification du corps féminin à l'université, dans les musées, et aussi dans les théâtres. Bref. 3 ans après, elle est décédée suite aux abus d'alcool. Et donc, son corps est vendu à 2 scientifiques, Geoffrey Saint-Hilaire et Georges Cuvier. Et il va rester kidnappé par l'État français jusqu'à 2002. Parce que qu'est-ce qui rend humain? Qu'est-ce qui nous différencie des animaux? C'est le fait qu'on fait un enterrement. On peut naître sous n'importe quelle condition, mais si on fait un enterrement, ça nous montre qu'on est humain. En tout cas, en gros, c'est ça que je pense. Et donc, il fallu qu'il Nelson Mandela, quand il sort de la prison, fasse une campagne, des années, nanana. Il fallu que l'État, le Sénat français, change une loi parce que les corps de Sarah, c'était considéré un objet inaliénable de l'État. Donc, il y a toute cette histoire d'appropriation de corps, des objets, des richesses pendant la période, les débuts de la modernité et la colonisation, auquel ça m'a vraiment touchée. Et je raconte, c'est pas un secret que moi j'ai pleuré beaucoup, j'étais un peu vraiment... et même pour aller au jardin des plantes, il fallait un ami prendre sur Google Maps et vraiment prendre mes mains et dire, tu vas au jardin des plantes, tu vas voir, tu vas mettre ton corps au même espace que Sarah Bartman était. Au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, ouais, c'est ça. Ouais, et la rue Georges Cuvier. Et qu'il y a toujours la session des monstres. Il y a toujours la session des monstres. Il y a des fœtus qui sont considérés des monstres. Donc, pour moi, c'est un peu bizarre. Et pour finir, pourquoi Sarah Bartman attirait tellement de l'attention? Parce qu'elle avait 13 cm de chatte, des grandes vulves, et une grande fesse. Et les termes scientifiques, c'est histoptogie. Et à ce moment-là, je dis, ah, mais moi aussi. Et d'ailleurs, en parlant, il y a une archéologue du début du XXe siècle, que j'ai oublié les noms, qui compare Sarah Bartman aux femmes brésiliennes. Et c'est pas ici, mais c'est dans la thèse. Et donc là, je dis non, mais là, c'est moi. En fait, il y a une expérience vécue de Sarah Bartman qui m'appartient. Oh, bien sûr que moi, je n'ai pas vécu l'esclavage, je ne suis pas noire, mais parce qu'au Brésil, j'ai la passabilité blanche, donc c'est compliqué d'expliquer la blanchité quand tu fais partie aussi d'autres endroits, mais moi, voilà, ça m'a fait changer de parcours quand j'ai senti l'expérience vécue de Sarah. Et là, je raconte aussi que j'ai rêvé qu'une fois avec Sarah. J'étais à Berlin en train d'essayer de finir son chapitre. Et j'ai rêvé que Sarah me donnait un étreinte. Il m'embrassait et disait assim, on s'en fout des blancs, vas-y. Et du coup, j'ai fini le chapitre à ce moment-là. Voilà. Parce que c'était vraiment dur. Quand tu te plonges sur l'histoire de Sarah, c'est plus d'un siècle des usages de son nom pour discuter si Sarah Bartman est une race unique, c'est-à-dire cette condition d'avoir 13 cm de chatte l'a fait une personne unique, ou celle d'une personne primitive contemporaine, c'est-à-dire qu'il y a eu toujours cette primitivité des grandes chattes jusqu'à Sarah Bartman. Donc pour moi, quand tu travailles les archives, ça te rend un peu en colère, je dirais. Cette colère, elle est très présente. Et tu disais
l'expérience intime vécue avec Sarah Baartman, tu la racontes pas explicitement, effectivement. Par contre, tu dis, c'est à partir de son histoire que j'ai cessé de croire qu'il était possible d'être neutre. Mm. Et moi, pour moi, c'est vraiment ce décalage-là, effectivement, par rapport à la neutralité avancée de la recherche académique, scientifique. C'est aussi dans cette discussion et dans les pages du livre, elle est très importante. Tu exprimes vraiment l'éloignement que tu tiens à avoir à une forme très classique. Mm. Pour autant, il y a de la recherche académique, c'est sourcé en permanence, mais voilà, tu t'en éloignes. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous dire sur la forme, si gentiment on se dirige vers la forme du livre, pourquoi tu tiens à sortir un peu de cette recherche académique? Toi, tu as fait une thèse. Est-ce que d'ailleurs, dans la thèse, tu étais déjà dans cette forme un peu hybride, comme aujourd'hui, comme Ouais. avec le livre? Et la thèse, elle est encore plus chaotique. Ah ouais? Vraiment. Première chose, c'est la question de la langue française. Moi, j'écris en français pirate, donc les choix de la forme hybride, c'est aussi pour que je fasse mon écriture d'une manière qui soit intelligible, au sens que c'est lisible, mais en même temps que je puisse mettre ma différence. Et dans la philosophie aujourd'hui, les débats décoloniales, il y a aussi un débat qui essaye de mettre en place une critique à la universalité. Et là, c'est un gros débat, c'est vraiment un fight. Mais moi, je réponds à la question d'universel déjà en utilisant un terme qui c'est Vénus. Donc, c'est une catégorie universelle qui, ça s'applique particulièrement. Mais moi, je me préoccupe souvent à la question de comment on donne les droits à l'existence, déjà, de parler, de vivre, d'avoir un nom, d'avoir une existence, quand en fait, les discours universels est aussi une machine d'injustice. Et là, je ne suis pas spécialiste en philosophie du droit. Ma co-directrice de thèse, elle est Uria Bentoami Molino. Donc, avec Uria, j'ai compris qu'il y a une métaphysique de la race, de la classe et du genre, auquel la course méritocratique, si vous voulez, n'est pas tout à fait juste. Parce que c'est pas... Et donc, comme philosophe, je ne peux pas non plus donner mon opinion. Sinon, c'est juste une opinion hasardeuse. Et à ces moments-là, je me suis dit, ok, je vais retracer l'histoire des chasses aux femmes, l'histoire des femmes Vénus qui ont été usées, dominées, criminalisées, pathologisées, diabolisées, parce qu'on parle aussi des sorcières, par cette catégorie Vénus. Et en même temps, je vais donner la place à mes récits intimes qui ne sont pas non plus que d'opinion. Parce qu'il y a tout un travail aussi littéraire là-dessus. Mais moi, je n'aime pas avoir des vérités absolues, universelles, justement. Donc, cette idée que les philosophes viennent ici et qui posent des vérités absolues et qu'on va régler les problèmes, non. Mais en même temps, je propose des sorties par la poésie. Je pense que quand j'ai fini ma thèse et mon livre par une pièce de théâtre, c'est une manière aussi de bouger, de bouleverser l'imaginaire et donner une certaine praticité, donner une certaine stratégie de défense devant une situation de violence. Parce que si je raconte les passés, c'est pour mon présent, mais aussi pour un avenir. Et surtout que moi, en tant que... Voilà, je n'ai pas des postes en ce moment, mais à la philosophie, tu travailles comme professeur. Donc, en tant que professeur, moi, je m'intéresse à la jeunesse. Et comment nous, on éduque l'érotisme, si vous voulez, avec la jeunesse qui arrive en cours et qui voilà, et qu'il y a pas mal de questions et pas forcément des moyens dans la famille ou avec les amis, parce qu'on vit dans un système misogyne aussi. Donc, c'est pas... La plupart des violences
la personne, elle ne s'y pose même pas la question pourquoi elle est violente. Ça me fait penser que dans la lettre que tu adresses à Elsa Dorlin, qui avait écrit un livre qui s'appelle Se défendre, voilà, dont tu pourras parler si tu en as envie, mais tu lui dis, tu lui poses la question comment dépatriarcaliser l'écriture tout en l'utilisant. C'est vrai qu'on est aussi dans un paradoxe. Là, tu utilises la même arme que ceux qui sont les détenteurs de cette domination. Est-ce que tu as eu une réponse à ça? Est-ce que Elsa Dorlin t'a répondu? Est-ce que... Elle était ma souteneuse de Oui, thèse, oui. donc et ouf, heureusement qu'elle... Parce qu'en fait, avant de raconter les rapports d'écriture et pratique, un jour, je vais voir Elsa Dorlin parler dans un théâtre et à la fin, un peu comme, tu sais, comme un concert de rock, tu vas donner ton disque au musicien, tu vois, je pose une question à Elsa Dorlin et je la demande, qu'est-ce que tu penses des femmes prostituées? Et elle me répond, toutes les femmes sont prostituées. Et donc, moi, j'avais peur qu'elle ne se rappelle pas de cette histoire. Mais pendant la soutenance, elle a dit, oui, oui, je me rappelle très bien. C'est passé comme ça. Effectivement, j'ai répondu que toutes les femmes sont prostituées. Et donc, j'étais, voilà. Et pourquoi? Parce que Vénus, franchement, dans l'histoire, est souvent utilisée pour les femmes de la vie, pour les femmes péripatéticiennes. Et donc, dans les livres, il y a ces débats sur la question de la prostitution, auquel on voit la question de l'éducation et de l'art érotique public par un prisme de cette écriture qui est académique et donc qui a une histoire, je dirais, patriarcale. Et avec Elsa Dorlin, j'ai pu... et là, on va parler aussi des blessures coloniales parce que Dorlin, elle a un livre qui s'appelle La matrice de la race, auquel elle retrace aussi une généalogie de la violence en ce qui concerne la classe, la race et le genre. Parce que, par exemple, au XVIIIe siècle, il y a des médecins qui vont écrire des traités, qui vont dire « Ah, les femmes de ménage sont chaudes comme des Vénus. Les femmes nymphomanes ont une fureur utérine vénusienne. » Donc, la hystérie libidineuse est associée au vocabulaire vénusien. Et c'est avec Dorlin que je vais découvrir ces archives patriarcaux. C'est pour ça que dans la lettre, toi qui travailles l'archive de la médecine, comment tu te positionnes en tant que féministe et militante? Et en plus, il y a cette histoire. Donc, il y a tout un rapport au passé, et c'est là que à nouveau, je vais répéter mon but, mon objectif. C'est vraiment que la personne qui me lise, elle pense aussi peut-être que ça va arriver malheureusement des situations de violence. Donc, je vais quand même penser à ça dans la situation imminente de violence, je vais me défendre. Je vais utiliser ma bouche, ma parole pour que j'arrive à m'en sortir de la situation. Et c'est avec Dorlin qui comprendre l'histoire d'archives de médecine, ça nous aide aussi à comprendre nous-mêmes, même pour les personnes racisées et noires, aller au médecin en France, c'est pas évident. Et ça, c'est un cliché, tout le monde le sait. Donc, il y a une histoire là-dessus, et qui était violente. Et oui, et ce que tu exprimes aussi, c'est cette nécessité de se guérir. Alors là, tu parles de se défendre, mais aussi de se guérir, c'est vraiment présent. Et il y a peut-être un lien entre se défendre et se guérir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette notion de guérison, de thérapie? Peut-être ça peut aussi rejoindre une autre activité que tu as. Et voilà, est-ce que l'écriture peut être aussi un moyen non seulement de se défendre, mais de se guérir? Est-ce que tu t'es guérie? Parce que tu te décris comme une femme qui aime aimer, tu te décris comme une Vénus? Pas forcément. Pas forcément. Non. Okay. En fait,
on revient à la question des prises de conscience. Moi, je pense que je me sens guérir. Je me sens guérie parce que j'ai pris une conscience qui m'a fait changer de vie et qu'à ce moment-là, j'ai arrêté d'accepter certaines conditions de subalternisation que j'avais vécues aussi. Et là, on va revenir à Fanon parce que Fanon, il est très important. En fait, il y a un concept qui s'appelle complexe dépendance du colonisateur auquel, et on peut voir aussi avec les femmes, toujours cette dépendance d'approbation et légitimation, soit du mari, soit du patron, soit de pater familias. Et donc, cette prise de conscience que j'ai plus envie de me sentir rabaissée a fait à changer et commencer à écrire effectivement sur la blessure coloniale. Et la blessure coloniale, c'est aussi pour aider à comprendre des situations de racisme ordinaire qui des fois est vue comme des bêtises ou des blagues. Mais en fait, c'est une structure de violence qui a toute une application depuis des siècles. En même temps, moi, je suis brésilienne. Et donc, je suis fatiguée de raconter la violence sans pouvoir me sentir joyeuse. Parce que moi, je suis joyeuse aussi. Et comme je viens d'un pays en guerre, même qui, nous, on est le pays du carnaval, on est aussi un pays en guerre civile, qui a des massacres, qui a des carnages. Et cette ambivalence entre la résistance d'une guerre et un état naïf des puissances de vie m'a fait toujours créer une ambivalence dans mes écrits. Et dans mes pratiques artistiques, moi, je donne d'ateliers des bains. Je ne me considère pas vraiment thérapeute, mais plutôt une femme qui fait des prières politiques. Et depuis 2010, je donne l'atelier des bains. Bain, c'est une douche avec des herbes. Ça dépend de l'intention. Si tu veux trouver un nouveau amoureux ou amoureuse, si tu veux te protéger d'une situation, si tu as eu une journée de merde. Enfin bref, il y a toujours une intention par les bains que tu les fais. C'est un peu de la sorcellerie aussi. Et donc, je fais des prières. Et depuis 2010, quand j'ai commencé à faire ça en tant qu'art contemporain, j'ai demandé la démilitarisation de la police militaire de Rio. Donc, il y a toujours ce jeu entre la foi humaine, et c'est ça les philosophes, hein, nous, on travaille l'existence, en fait, les sujets en tant que tels, et en même temps, la politique, que je crois, c'est une croyance, effectivement, les ateliers que je fais, c'est aussi pour travailler la question collective, notamment les génocides de la police, qui est toujours en cours, toujours en marche. Et donc les bains, il y a un rapport aussi de reprise d'autres cosmogonies. Et donc les cosmogonies afro-diasporiques de Nigeria, Bénin et Angola aussi, qui arrivent au Brésil. Donc, et ça, c'est mon projet que je travaille actuellement, qui est au Brésil, on a toutes des personnes qui écrivent sur les futurs ancestraux, l'ancestralité dans les futurs. Comment on peut parler des cosmogonies qui étaient persécutées par l'Église et par l'État pendant la colonisation, des manières qui en fassent les mêmes travaux comme on fait avec Vénus, mais avec les divinités afro-autochtones. Et donc, dans les bains que je fais, ils sont vraiment inspirés et dans une recherche, par exemple, la déesse de la mer, Iemanjá, ça veut dire mère de tous les poissons, et aussi la mère de toutes les têtes, donc c'est comme une psychanalyste. Et Oshun, qui c'est la Vénus un peu parallèle vénusien, qui c'est la femme qui occupe l'espace public, la femme qui parle. Et quand je suis entrée en contact, en plus il y a des fêtes, c'est vraiment une spiritualité intéressante. On mange, on danse, on parle avec les ancêtres et on refait les corps. C'est très corporel, c'est très immanent. Je peux citer Pierre Verger, Pierre Fatumbi Verger, mais il y a toute une...
Enfin, Pierre Fatou Viverger, c'était un photographe français qui va au Brésil et puis en Afrique et qui va bien documenter cette cosmogonie. Et il y a quelques traces dans ce livre quand je parle à la fin des Yemanja et des Oshun. Justement, parce que pourquoi j'ai parlé des Vénus? Parce que c'était, depuis la chasse aux sorcières, c'était l'interdiction de l'occupation de l'espace public par les femmes. C'est à partir de la chasse aux sorcières qu'on va voir les contrats de mariage qui vont interdire jusqu'à les années 70 que la femme puisse avoir un compte bancaire, par exemple, dans les années 70. Et donc, tout mon travail avec Vénus, c'est aussi de guérir cette non-occupation de l'espace public des femmes. Je pars trop, hein, c'est les philosophes. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que vous avez des questions sur à la fois ce qu'on s'est dit, sur le bouquin, sur le... On n'a pas encore évoqué le travail avec l'éditeur, avec l'éditrice en l'occurrence. Voilà, on peut en parler peut-être assez brièvement parce que la forme, voilà, il y a peut-être eu un travail, un lien qui s'est fait. Peut-être, je ne sais pas si vous avez le temps, mais on peut en parler brièvement. J'ai déjà remercié Georges Fromm parce que c'est grâce à elle elle a lu la thèse, elle a fait un tissage de textes. Et je pense que j'ai mentionné que le livre, globalement, est corrigé, sauf les chapitres de la Vénus Causera. Je pense que c'est vraiment ça à commenter sur l'édition. Y a-t-il des questions sur ce qu'on s'est dit, sur le motif de Vénus? Je crois que tu avais donc très envie de lire la dernière phrase. La dernière phrase du livre. Il y a des personnes comme ça qui rentrent dans un livre par la fin. Ouais, mais là on spoil pas parce que c'est tellement hybride dans les formes que c'est une très belle phrase. Et c'est pas grave, on peut discuter tout à l'heure, on peut sortir de ces cadres. Je sais que c'est pas évident de parler en public. J'écris et je trinque au bar une dernière fois. Au pouvoir de philosopher pour organiser l'éthique dans ce bordel qui est l'humanité. Au pouvoir de brincar, jouer comme des enfants avec l'autre dans une relation poétique et érotique. Face à cet énigme toujours présent, on dit Eros, Ethos, aimer l'amour. Voilà. Merci Raïssa. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis effectivement, on va pouvoir continuer à se poser. S'il y a des personnes qui auraient envie de dédicacer, on n'en a pas parlé, mais est-ce que tu es d'accord? Oui, ça fait partie. Discussion en tête à tête et avec des dédicaces s'il y a envie. On va installer ça très, très rapidement. Hop. Merci beaucoup. C'était super intéressant. En fait,